Il était une fois un homme qui croyait que l'amour avait une date de péremption. Il s'appelait Alexandre, 38 ans, cadre supérieur dans une grande banque, costume toujours impeccable, sourire carnassier devant les clients. Sa femme, Éléonore, était son contraire. Douce, patiente, celle qui riait aux éclats quand il rentrait tard, celle qui préparait le café à 6 heures du matin juste parce qu'elle savait qu'il aimait le goût de la cannelle qu'elle y mettait. Ils étaient mariés depuis 12 ans, 12 années de petits bonheurs ordinaires, de voyages en Bretagne, de soirées Netflix sous le plaid, de projets d'enfants qui n'arrivaient jamais vraiment au bon moment, jusqu'au jour où le ciel leur tomba dessus. Éléonore toussait depuis des semaines, une toux sèche, agaçante, qu'elle mettait sur le compte du pollen ou de la climatisation du bureau. Puis un soir, en rentrant, Alexandre la trouva pliée en deux dans la salle de bain, crachant du sang dans le lavabo blanc. L'hôpital, les examens, le verdict comme un coup de hache. Cancer du poumon stade 4, métastase déjà dans les os et le foie. 6 mois, peut-être 8 avec la chimio. Le médecin avait parlé d'un ton neutre, comme s'il annonçait la météo. Alexandre, lui, avait senti le sol se dérober. Pas de larmes, pas de cris. Juste une nausée froide qui lui montait dans la gorge. Les premiers mois, il joua le rôle du mari parfait. Il annula des réunions, dormit sur le fauteuil à côté du lit d'hôpital, tint la main d'Éléonore pendant qu'elle vomissait tripes et boyaux après chaque séance de chimio. Mais très vite, quelque chose se brisa en lui. Il ne supportait plus l'odeur d'antiseptique, les cheveux qui tombaient par poignées dans la brosse, les yeux creusés de sa femme, qui le regardait encore avec cet amour inconditionnel. Il se mit à rentrer de plus en plus tard, d'abord 1 heure, puis 2, puis des nuits entières. Il disait « travail », elle faisait semblant de le croire. Un soir, il ne rentra pas du tout. Il était dans les bras de Camille, sa collègue de 32 ans, corps ferme, rire facile, aucune maladie à l'horizon. Camille lui murmurait qu'il méritait mieux, qu'il ne pouvait pas se sacrifier toute sa vie. Le lendemain matin, Alexandre rentra à l'appartement, valise déjà prête dans le coffre de la voiture. Éléonore était assise sur le canapé, perfusée à domicile, un foulard sur la tête, les yeux immenses. Il ne trouva même pas le courage de s'asseoir. Il resta debout, voix blanche. « Je ne peux plus. Je vais devenir fou. J'ai besoin de respirer. » Elle le regarda longuement, sans hurler, sans supplier. Juste un murmure. « Tu vas me laisser mourir seul ?» Il répondit, « Je paierai tout, les soins, l'infirmière, tout. Mais je ne peux plus te voir comme ça. » Et il partit. La porte claqua. Le silence qui suivit fut plus violent que n'importe quel cri. Les 5 années qui suivirent furent pour Alexandre un rêve éveillé. Camille et lui achetèrent un loft lumineux dans le 16e arrondissement. Il fut promu directeur régional, voyagea à Dubaï, à New York, à Singapour. Il posta des photos de plage, de montres de luxe, de brunch en terrasse avec la légende « Grateful ». Éléonore devint un souvenir flou qu'il rangea dans une boîte mentale qu'il n'ouvrait jamais. Il supprima son numéro, bloqua ses amis communs, changea même de salle de sport pour ne plus risquer de croiser quelqu'un qui lui parlerait d'elle. Parfois, la nuit, une image revenait, les mains maigres d'Éléonore tenant la sienne. Il se levait, buvait un whisky, faisait l'amour à Camille pour oublier. La vie était belle, la vie était légère, la vie était sans cancer. Il ne savait pas que pendant ces 5 années, Éléonore se battait comme une lionne. Elle vendit leur maison commune pour payer des traitements expérimentaux à l'étranger. Elle écrivit un blog anonyme sous le pseudo « Lune brisée » qui devint viral. Des milliers de femmes abandonnées lui écrivaient. Elle continua la chimio, perdit 20 kilos, gagna pourtant un sourire qui illuminait les vidéos qu'elle postait en secret. Elle refusa de mourir. Et surtout, elle garda le secret le plus lourd. Le jour où Alexandre était parti, elle était enceinte de 8 semaines. Elle ne lui avait jamais dit. Elle avait choisi de protéger cet enfant d'un père qui fuyait déjà. L'enfant naquit prématuré, sous chimiothérapie. Un petit garçon qu'elle appela Lucas. Lucas qui grandit entre les chambres d'hôpital et les câlins de sa mère épuisée. Lucas qui apprit à lire dans les livres que sa maman lui lisait entre 2 nausées. Lucas qui, à 4 ans, dessinait des papas avec des grandes croix rouges dessus parce que sa mère lui avait simplement dit
Papa est parti très loin pour travailler. Le 5e anniversaire de la rupture arriva un 12 octobre. Alexandre fêtait ses 43 ans dans un restaurant étoilé avec Camille et une dizaine d'amis. Champagne, toast, rire. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Il décrocha par réflexe. Une voix de femme, calme, professionnelle. « Monsieur Alexandre Duval ? Je suis l'avocate de Madame Éléonore Moreau. Elle est décédée il y a 3 semaines. Elle m'a demandé de vous contacter uniquement aujourd'hui, 5 ans jour pour jour après votre départ. Il y a un colis pour vous. Pouvez-vous venir à mon étude demain matin ?» Il raccrocha, blême. Camille lui demanda ce qui n'allait pas. Il mentit. Rien, un client. Le lendemain, il se rendit à l'étude, jambes tremblantes. L'avocate lui tendit une boîte en carton et une enveloppe. Dans la boîte, un téléphone portable ancien modèle, une clé USB et une lettre manuscrite. L'avocate lui dit simplement « Elle a enregistré quelque chose pour vous. Regardez-le seul. » Il rentra chez lui, Camille étant partie au travail. Il brancha le téléphone. L'écran s'alluma sur une vidéo. Éléonore apparut. Maigre, presque transparente, mais le regard brûlant de vie. Elle était assise dans le même canapé où il l'avait abandonnée 5 ans plus tôt. « Alexandre, si tu regardes cette vidéo, c'est que je suis parti. Et c'est que tu as tenu 5 années sans jamais me chercher. Bravo. » Sa voix était faible, mais claire. « Je ne vais pas t'insulter. Je ne vais pas te maudire. Je vais juste te montrer ce que tu as raté. » Elle tourna la caméra. Un petit garçon de 4 ans apparut, cheveux bouclés, yeux exactement comme ceux d'Alexandre. « Voici Lucas, ton fils. Je l'ai conçu la dernière nuit où nous avons fait l'amour, juste avant le diagnostic. Je ne te l'ai jamais dit parce que je savais déjà que tu allais fuir. Je l'ai élevé seul, avec le cancer, les perfusions, les nuits où je vomissais en tenant sa petite main. Il a appris à marcher dans les couloirs d'hôpital, il a appris à dire « maman » pendant que je perdais mes cheveux. La caméra trembla. Éléonore essuya une larme. Il te ressemble tellement. Il a ton rire, ton regard quand il est concentré. Il te demande souvent où est papa. Je lui ai toujours dit que tu travaillais très loin pour nous offrir une belle vie. Il te dessine tous les jours. Regarde. Elle montra des dizaines de dessins. Un papa avec une mallette, un papa dans un avion, mais toujours avec un grand cœur barré d'une croix. Il t'aime déjà, sans même te connaître. Puis le ton changea. Elle se redressa avec difficulté. Mais voilà le cadeau que je te laisse, Alexandre. Il y a 3 jours, les médecins ont trouvé une tumeur au cerveau chez Lucas. Inopérable. Il lui reste peut-être 6 mois. Il a besoin d'une greffe de moelle. Tu es compatible à 99,9%. J'ai fait tester ton ADN il y a 2 ans, grâce à une vieille brosse à dents que tu avais oubliée. Je ne te demande pas de venir. Je te supplie de ne pas venir, parce que si tu viens, il te verra. Il te reconnaîtra, il t'aimera pendant quelques semaines, et puis il mourra en sachant que son papa a choisi de l'abandonner 2 fois. Une fois avant sa naissance, une fois avant sa mort. Éléonore approcha son visage de la caméra. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais elle souriait. « Je suis morte en paix, Alexandre. J'ai aimé notre fils de tout mon être. J'ai pardonné, pas pour toi, mais pour moi. Mais toi, tu vas vivre avec ça, chaque matin, chaque soir. Tu vas regarder ta belle vie, ton loft, ta jeune femme, et tu vas savoir que tu as tué 2 personnes, moi, lentement, et lui, en refusant d'être son père. » La vidéo s'arrêta. Alexandre resta figé. Les larmes coulaient sans qu'il s'en rende compte. Il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une photo récente de Lucas, chauve à cause de la chimio. Un sourire immense, tenant une pancarte écrite en lettres maladroites. « Papa, je t'attends. » Et au dos de l'écriture d'Éléonore. « Il est mort hier soir. Il t'a attendu jusqu'au dernier souffle. Il a murmuré « papa » en s'endormant pour toujours. Tu arrives trop tard, comme toujours. Alexandre hurla, un hurlement animal qui fit trembler les murs du loft. Il se mit à tout casser, les verres, les cadres, le miroir où il se voyait si beau 5 minutes plus tôt. Camille rentra plus tôt, alertée par les voisins. Elle le trouva à genoux au milieu des débris, tenant la photo de Lucas contre son cœur. Elle lut la lettre par-dessus son épaule. Puis elle fit quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. Elle prit son sac, le regarda avec dégoût et dit « Tu as abandonné une femme mourante et ton propre fils. Tu crois vraiment que je vais rester avec un monstre pareil ?
Je suis enceinte, Alexandre. De 2 mois. Et je ne veux pas que cet enfant grandisse avec un père comme toi. » Elle partit, en claquant la porte. Il resta seul, complètement seul. Il appela tous les numéros qu'il avait bloqués 5 ans plus tôt. Personne ne répondit. Les anciens amis lui envoyèrent des messages. « Tu as eu ce que tu méritais. » Il alla au cimetière. 2 tombes côte à côte. Éléonore Moreau, 1985-2025, et Lucas Duval, 2020-2025. Sur la tombe du petit garçon, des dizaines de dessins d'enfants du quartier qui avaient connu Lucas à l'hôpital. Tous représentaient un papa qui n'était jamais venu. Alexandre s'effondra sur la pierre froide. Il pleura comme il n'avait jamais pleuré de sa vie. Le karma n'avait pas attendu. Il avait frappé avec la précision d'un sniper. Il avait pris la femme qu'il avait abandonnée. Il avait pris l'enfant qu'il n'avait jamais voulu connaître. Et il avait repris la nouvelle vie qu'il s'était construite. Il restait seul, riche, célèbre dans son milieu, mais vide à l'intérieur comme une coquille. 5 années plus tard encore, on le voit parfois, assis sur un banc près du cimetière, un vieil homme de 48 ans aux cheveux blancs prématurés, qui parle tout seul à 2 tombes. Il répète inlassablement « Je suis désolé, revenez, s'il vous plaît. » Mais personne ne revient. Le regret est devenu sa seule compagnie. La seule voix qui lui répond encore est celle d'Éléonore dans la vidéo qu'il regarde tous les soirs avant de dormir. Une vidéo qu'il connaît par cœur. Une vidéo qui le détruit un peu plus chaque jour. Et c'est ainsi que l'homme qui avait fui la maladie découvrit que la pire maladie du monde n'était pas le cancer. C'était la culpabilité, une culpabilité qui ne guérit jamais. Alors, si tu regardes cette histoire ce soir et que tu as déjà pensé, ne serait-ce qu'une seconde, à abandonner quelqu'un qui t'aime alors qu'il souffre, ferme les yeux. Imagine le visage de cette personne. Imagine l'enfant que tu n'as peut-être pas encore ou que tu as déjà. Et demande-toi, est-ce que 5 ans plus tard, quand le miroir te renverra ton reflet, tu seras capable de te regarder en face? Le karma n'oublie jamais d'adresse. Il livre toujours. Parfois avec 5 ans de retard, parfois avec la douleur de toute une vie. Protège ceux que tu aimes. Aujourd'hui, pas demain, parce que demain, il sera peut-être trop tard.